Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo, a fini par briser le tabou du strict mutisme qu'il a toujours affiché devant la presse de son pays. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, Faure Gnassingbé n'a jamais accordé d'interview ni d'entretien à aucun média togolais. Et ainsi, ses ministres et ses proches ont toujours tenté de justifier ce silence par le caractère plutôt discret du personnage. Faure Gnassingbé a tenu à reconnaître que c'est un manquement qu'il devait corriger. Ce 27 avril 2023, date du 63e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale, Faure Gnassingbé a enfin ouvert les portes de son intimité à un média local, en l'occurrence New World TV, afin de répondre aux questions de ces journalistes. Exercice qu'il a fait, et ici, nous ferons le même exercice pour tenter de décortiquer, décrypter son entretien. Merci de nous retrouver sur Vox Africa, votre télévision panafricaine. Vous êtes dans votre émission Écho du Togo. Alors, je suis avec mon confrère Sylvestre Béni. Il est le DP du journal La Manchette. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Espoir et bonjour donc à toute l'équipe de Voix Africa, c'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, comme je l'avais dit, nous allons essayer de revenir sur l'entretien que le président togolais a accordé à New World TV. D'abord, nous allons étudier la forme de l'entretien et après revenir sur le fond. Alors, la toute première question, sur la forme, on a vu le président togolais visiblement dans un décor plus libre, décontracté, sûrement son intimité. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ce choix? Écoutez, pour une première, il faudrait quand même le faire avec la manière. Vous voyez, donc vous l'avez dit tout de suite à l'entrée que ça fait pratiquement 18 ans, puisque si on parle de 2005, ça fait 18 ans que le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé est au pouvoir. Donc jamais il n'a accordé d'interview aux médias, sinon donc aux journalistes locaux. Et très souvent aussi, la presse en parle. La presse a souvent formulé un certain nombre de griefs contre le président parce que la presse estimait que c'était normal à ce que le chef de l'État puisse au moins conférer, échanger, discuter donc avec les médias locaux. La dernière fois, vous l'avez écouté, lui-même il disait qu'il a entendu ces reproches-là, donc il veut véritablement donc se plier à si c'est donc pour le faire, il a choisi un décor plaisant, puisque lorsque vous voyez le décor, tout y est, l'image, le beau, il est relax et tout, donc voilà quoi, c'est bravo également à l'équipe de communication de la présidence, parce que je crois que le lieu n'a pas été choisi de manière fortuite. Tout a été pesé dans la balance afin qu'on ait un décor, un cadre idéal. Pour une première, je crois que pour l'instant, ils l'ont réussi. D'accord. Alors, toujours sur la forme, nous avons vu un président, au début, il était assis, les deux pieds par terre, la main gauche caressant le revers de la main droite durant tout l'entretien. Des signes de certaines personnes plus avisées peuvent dire que voilà, le président serait stressé. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce qu'il serait stressé? Écoutez, lorsque vous êtes un spécialiste ou un fait analyste donc de ce genre d'exercice, vous verrez que c'est un président qui ma foi, n'est manifestement pas visiblement pas à l'aise. D'abord, il est assez boutonné, parce que il est assez boutonné. Je crois que pour ce genre d'exercice, l'équipe de communication devait quand même lui dire en position assise, Monsieur le Président, vous ne devez pas laisser là. Donc, même durant l'émission, durant l'entretien, et vous verrez qu'il n'est pas très souvent à l'aise, parce qu'à chaque fois, il tirait un peu le veste. Parce que puisque s'il n'était pas boutonné, je crois que ça devait être très relax, comme d'ailleurs le journaliste qui était en face de lui. Et donc voilà, ce devait être cela. Mais bon, c'est une première. Vous voyez, normalement, il devait quand même répéter ce genre d'exercice au pays pour qu'il soit habitué. Et donc, c'est un président aussi qui ma foi, à chaque réplique, il hésitait. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que c'est ce qu'il fallait dire et tout? Donc, il y a quand même tous ces éléments-là qui
qui accompagne l'image, vous l'avez si bien dit. Donc, il gardait une position longtemps et tout. Donc, bon, espérons qu'avec le temps, puisque c'est une première, espérons qu'avec le temps, il sera donc habitué et que nous prions véritablement que ce jour-là, qu'il soit devant au moins une série, toute une panoplie donc, de confrères qui puissent véritablement lui poser des questions qui concernent la nation. D'accord, juste un dernier point. On avait le président avec un ton, comme on le connaît, un ton, il ne hausse jamais le ton, il parle très bas, on ne le voit jamais marteler, rien du tout marteler. Il est plusieurs fois très souriant. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Non, écoutez, je crois que c'est son style. Hein. C'est son style. Pour ceux qui sont à l'école, donc, où on fait l'école de Tchekata Diop, vous verrez que ce sont quand même des gens qui martèlent les mots. Si vous prenez un certain Tikpi Achadan, vous verrez que c'est quelqu'un qui martèle les mots. Donc, mais Fonya Sibé n'est pas quand même à cette école-là. Il laisse couler, il ne se presse pas. C'est vrai que parfois, il reprend souvent avec beaucoup de synonymes, ne serait-ce pour se faire mieux comprendre. Donc, c'est son style aussi. On ne peut pas quand même lui en vouloir pour ça. Alors, parlons maintenant du fond. Quand le confrère demande au président, après 63 ans, président, où allons-nous? Il dit, je cite, ma conception du pouvoir n'est pas un guide qui fixe un cap, mais plutôt une aventure collective. Est-ce que vous êtes choqué de le voir dire ça? Les gens aimeraient voir un guide. En fait, dans tous les pays, on veut voir un guide. Mais Faure dit qu'il n'est pas un guide. Est-ce que ça vous dérange? Oui, bon, moi, quand j'ai écouté cette partie, je me dis, waouh, il aurait pu dire la chose autrement. On serait peut-être dans un autre pays que quelqu'un aurait peut-être mis en titre, est-ce qu'un président peut dire ça? Voyez-vous? Parce que lorsqu'on dit, le chef de l'État reconnaît quand même qu'il est un guide, ou il se réclame d'un guide. Alors, lorsque vous prenez un dictionnaire, un guide, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui sait là où il accompagne celui ou celle avec qui il est. C'est quelqu'un qui sait là, le cap, la destination finale. Alors, lorsqu'on me dit que ma conception du pouvoir n'est pas donc celle d'un guide qui fixe un cap, je me dis que là, le chef de l'État n'a pas assez mûri cette réflexion avant donc de la soutenir, parce que, vous savez, il a été élu pour conduire donc les Togolais vers le bonheur partagé, vers, si vous voulez, vers l'idéal, même si on peut jamais donc l'atteindre. Et donc, celui qui a demandé au peuple togolais, faites-moi confiance, nous allons faire des efforts, nous allons, même si vous regardez même le gouvernement, et ça se dit, nous allons faire ceci. Donc, ça veut dire en réalité qu'il y a un cap. Il veut conduire donc, le pays, si on doit retourner un peu dans notre hymne vers l'ordre de l'humanité. Donc, c'est lui qui sait là où il conduit le peuple, en fait. Maintenant, quand il dit, non, je reste... bon, si on ramène peut-être sa phrase à une portion congrue, on dirait que non, bon, moi je suis un président hésitant, je suis attentiste, j'attends ce que vous réagissez, on verra ce que nous allons faire ensemble. Or, dans l'imaginaire collectif, ou si vous voulez, dans la réalité des choses, c'est un berger qui conduit un troupeau ou qui guide un troupeau. Ce n'est pas donc au troupeau de faire des réactions avant que le berger ne puisse agir. Est-ce que vous reconnaissez quand même Faure Gnassingbé dans ces propos? Est-ce que le pays est dirigé, c'est un peu osé, mais est-ce que le pays est dirigé comme s'il n'y avait pas de guide? Est-ce que vous pensez la même chose? Non, écoutez, tout pays a quand même s'identifie en quelqu'un. La preuve, quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a promis les 20+, il y a les 10 mesures, il y a tellement, donc il fixe quand même des objectifs. Quand il nous dit, par exemple, le slogan de 2020, allons-y. Alors, si j'étais sur ce plateau et que le chef de l'État nous dit que je ne suis pas un guide qui fixe un cap, j'aurais quand même lui posé la question, mais le chef de l'État en 2020, vous nous aviez dit, allons-y. Monsieur le Président, on va où? Bon, est-ce qu'on peut trouver des situations atténuantes? Est-ce qu'on peut dire que c'est une première? Bon, à chacun de ses opinions. L'entretien a commencé avec ses remerciements formulés à l'armée. Vous savez que le Togo a subi sa première
attaque terroriste dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 à Kpakandi. Et depuis, le pays est en guerre, selon les mots de Faure Gnassingbé. Il faut noter que le gouvernement ne communique pas du tout sur cette guerre, mais Faure Gnassingbé a quand même donné des indications récemment. Il a dit qu'il y a plus de 40 soldats tombés et une centaine de civils tués. Et maintenant, sur le fait qu'il faut qu'il communique aussi sur les décès dans le rang de l'ennemi, pas question d'en parler dans la conception collective du Togo. On est encore assez humain pour ne pas festoyer quand les autres meurent. Mais Faure Gnassingbé dit que le combat sera long, mais à la suite, il y aura quand même une victoire. Alors, pensez-vous que ça peut rassurer les Togolais? Non, écoutez, là, je pense qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité parce que lorsque vous voyez les peuples qui ont subi des incursions djihadistes ou terroristes, c'est selon avant nous, vous verrez que c'est un combat long. Vous prenez donc le Mali depuis 2011, ce pays n'a jamais eu la paix. Du moins, c'est ce qu'on voit donc au nord du pays, dans certaines contrées donc du pays. Vous prenez le Burkina, c'est pareil. Donc, tous les pays qui sont menacés par les incursions djihadistes ou terroristes, personne n'arrive aujourd'hui à circonscrire le mal. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas entrahi, c'est pas une guerre conventionnelle. L'ennemi n'est pas entrahi ou retranché derrière les abus où il faut donc aller les chercher et les neutraliser. L'ennemi est partout, à tout moment, l'ennemi est en civil et tout. Donc ça devient véritablement compliqué pour toutes les armées conventionnelles donc, du monde, même les grands pays comme la France et tout, subissent encore donc, des incursions terroristes. Mais à ce niveau-là, je crois que c'est au niveau donc, du service de renseignement qu'on doit beaucoup jouer pour qu'on puisse au moins déjouer beaucoup donc, d'attaques terroristes. Il a dit, à la fin, on aura la victoire. Donc, on le prend au mot. Puisque c'est lui qui doit rassurer. Si vous prenez donc la constitution togolaise, c'est lui qui est donc le garant. C'est lui qui doit protéger les Togolais. Donc, s'il le dit qu'à la fin, donc, on aura la victoire, on espère. Maintenant, avant donc la victoire, il ne faudrait pas aussi qu'on perde assez de Togolais, puisqu'il disait la dernière fois que c'est sur un combat long avec des périodes de drame. Il a dit donc tout cela, en fait, c'est pour alerter et également demander donc, au peuple d'être vigilant, aux Togolais d'être vigilants. Et donc, parce que l'ennemi est là partout, donc ce sera donc une manière collégiale de lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Donc, espérons quand même que ce combat ne soit pas assez long ou trop long. Avant donc la victoire finale. Le président reconnaît aussi que les djihadistes recrutent souvent des jeunes dans ces situations, dans ces milieux défavorables. Est-ce qu'il fallait attendre ces incursions djihadistes parce que le président a annoncé aussi des mesures sociales pour essayer d'occuper ces jeunes et de trouver du travail à faire. Est-ce qu'il fallait attendre ces incursions djihadistes pour prendre en charge les jeunes Togolais désœuvrés au nord? Oui, je crois que là, je l'ai souvent dit partout, je passe sur les antennes, que nous avons péché contre le nord du pays. Ça, il faut le dire. Si je dis nous tous, et surtout donc les gouvernants. Parce que lorsque vous traversez le pays, pour ceux qui ont la chance donc de connaître un peu le nord du pays, déjà à partir de Dapaon et tout ça, à partir de Mango, c'est comme si ce sont des gens qui véritablement ne sont pas aussi intégrés dans la communauté togolaise. Parce qu'il y a beaucoup qui manquent de tout. Il y a encore quelques années, le chef de l'État lui-même disait, lors donc d'une adresse à la nation, c'était le 26 avril 2012, que c'est lorsqu'une minorité accapare donc les richesses nationales, que cela crée un déséquilibre nuisible qui menace donc la paix et le progrès. Vous voyez, lorsque vous prenez les termes qui fondent ce qu'il a dit, vous verrez que c'est assez fort. C'est lorsque une minorité, lorsqu'un petit nombre accapare les richesses, cela crée un déséquilibre nuisible qui menace la paix et le progrès. Alors, on souhaitait quand même que le chef de l'État puisse au moins mettre la main sur la minorité là. Mais jusqu'à présent, je crois que le fossé est encore grand. Au Togo, c'est comme si nous avons également aujourd'hui deux catégories de Togolais. Il y a donc
la richissime minorité et puis la pauvrissime majorité. Vous voyez? Donc, on a dans les deux extrêmes. Ceux qui sont riches deviennent indûment riches et ceux qui sont pauvres deviennent misérablement pauvres. Voyez-vous, c'est cela, en fait, le portrait du Togo aujourd'hui. Et donc, nous espérons quand même que le chef de l'État puisse oser à ce que les richesses soient mieux distribuées, puisqu'il y a également trop de scandales. Il y a trop de scandales dans le pays. Si on se met à lister aujourd'hui les scandales financiers que le Togo a connus, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Il y a les 12 milliards de fer qui se sont volatilisés un beau matin. Il y a les fonds qui devaient quand même permettre à réhabiliter la route Lomé-Vaughan-Enfoin. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a, entre-temps, je crois en 2015, on parlait donc de disparition de quelques fonds au niveau donc de la caisse de l'OTR et tout. Donc, il y a tellement. Donc, il y a les 600 millions de la CAN. Donc, vous voyez, si on se permet donc à lister ces scandales financiers, je crois que c'est énorme pour un pays qui, en 2010, est sorti donc a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pour très endetté. Mais aujourd'hui, si vous voyez encore la dette du Togo, c'est énorme. Ça tourne encore autour de 65-70% pour un pays qui, en 2010 déjà, a pu bénéficier donc de 80%, plus de 80% de sa dette effacée, et que ce pays-là, à peine 10 ans ou 13 ans après, se retrouve encore énormément endetté. Je crois que c'est des éléments qui devaient quand même nous permettre donc de changer de paradigme et de mieux orienter donc la gouvernance. Parfait. Et parlant d'économie, l'inflation est à un niveau élevé au Togo. Et comme mesure palliative, Francis B propose d'encourager l'agriculture. On voit que récemment, Francis B est à fond. De promouvoir le consommer local, de produire ce que nous consommons, de consommer ce que nous produisons. Est-ce que c'est ça la solution réelle? Consommons ce que nous produisons. Là, quand j'ai écouté le chef de l'État, j'ai dit waouh, normalement il devait nous démontrer cela au cours de l'entretien la dernière fois. Oui, pourquoi? En étant traditionnel. Ouais. Depuis que le chef de l'État est arrivé, depuis 2005, il est rare de voir le chef de l'État, même jamais. Moi, en public, en traditionnel. Non, même il va au stade, en veste. Vous voyez? Alors, il y a quand même des tisserands, il y a au niveau de l'artisanat, ça marche. Il y a beaucoup qui font quand même des designs, les Togolais. Il y a les Batakali, il y a tout. Le chef de l'État peut oser un jour être en Batakali, pourquoi pas? Ce serait encore plus beau, mais bon. On va espérer une prochaine fois. Le président aussi a été confronté à répondre à la question sur la transhumance, mais là, beaucoup sont un peu surpris qu'il propose une solution régionale. Oui. En fait, le chef d'État a montré la dernière fois qu'il n'a pas la solution. Il n'a pas une solution togolaise, en fait. Puisque quand on lui a posé la question, il dit tout de suite, il dit non, que serait donc une solution régionale, il parle donc des parcs et tout ça. Ben, ce ne sont pas des choses à faire demain ou après-demain. Or, la transhumance, c'est presque chaque saison avec des drames et tout. Parfois, c'est une communauté, je ne veux pas quand même donner le nom, c'est une communauté qui agresse ou qui est agressée parce que conduisant donc leurs bœufs dans les champs, qui détruisent les champs et tout ça, vous voyez. Donc, lui-même, il a reconnu que cela crée quand même des drames. Mais bon, pour l'instant, il nous dit qu'il n'a pas la solution, que c'est régional. Voilà quoi. Bon, on l'a attendu. Donc, mais qu'est-ce que nous avons à lui dire? Les Togolais sont laissés à... Oui, malheureusement, parce que le problème de transhumance, c'est un problème réel, qui coûte des vies à chaque période et tout ça. Mais si on nous dit que c'est une formule régionale qu'on doit trouver d'abord, avant donc de penser à faire au moins quelque chose ici sur le territoire national, je me dis qu'on attendra longtemps, quoi. Voilà, malheureusement. Alors, sur la question des 3 milliards annoncés pour soutenir les familles en période de Covid, mais les fonds n'ont jamais été débloqués, Francis Bé plaide coupable. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il fallait faire l'annonce, dire aux populations que vous aurez les 3 milliards là, et après réfléchir sur qui l'aura pas, et revenir en arrière à attendre? Est-ce que ça ne sent pas un truc
C'est comme si le pays n'est pas dirigé... C'est un coup politique. En réalité, c'est le régime togolais est coutumier du fait. C'est un régime qui est passé champion donc en, en des effets d'annonce, quoi. On annonce et puis après, patatras, il n'y aura rien, quoi. Il y a un professeur togolais qui disait que les dirigeants africains célèbrent les promesses que les réalisations. Les dirigeants africains célèbrent les promesses que les réalisations. Lorsque vous prenez cette sortie donc, du chef de l'État la dernière fois, je crois qu'il donne donc il apporte de l'eau au moulin à ceux qui pensent ainsi. Parce que vous avez une mesure, vous l'avez annoncée, Urbi et Orbi. Vous l'avez que tout le bruit, tout le boucan qu'on en fait autour de ça, ses partisans, lorsque vous écoutez ses collaborateurs, nous disent oui, le chef de l'État est donc à l'écoute de son peuple, il se soucie de son peuple, c'est pourquoi il a annoncé donc cette formule-là donc de 3 milliards pour les parents d'élèves. Mais lorsque vous connaissez un peu le pays et que vous analysez le moment où cette annonce a été faite, vous verrez que en réalité, c'est un coup politique. Pourquoi je le dis? Cette annonce a été faite le 16 mars 2022. Nous étions à 9 jours, même moins, parce que nous étions à 9 jours, oui, disons 9 jours avec un peu plus donc de... oui, disons 9 jours, à 9 jours donc de la rentrée. Puisque aujourd'hui, nous avons donc deux rentrées. Il y a une rentrée pédagogique pour les enseignants avant qu'on ait donc la rentrée avec les élèves ou les étudiants. Donc, à 9 jours de la rentrée, la plupart des parents, au moins, se débrouillent pour avoir le nécessaire, ne serait-ce que pour les premiers jours. Maintenant, quand le chef de l'État a annoncé la mesure, beaucoup se disent quand est-ce qu'on aura, puisque le temps joue en fait. Quand est-ce qu'on aura donc les fonds? Bon, on en était là et rien. Maintenant, quand le chef de l'État nous dit que oui, nous avons annoncé la mesure, mais après, au sein du gouvernement, il y a eu un débat. Et il y a un débat à qui donner, à qui ne pas donner. Et il continue en disant que là, nous sommes perdus dans cette espèce donc, de débat. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ils sont perdus. Or, c'est un gouvernement qui est quand même peuplé donc de technocrates, des gens qui ont fait donc de grandes études, que vous et moi nous n'avons pas quand même pu faire, des gens qui viennent donc de grandes universités, donc des États-Unis, d'Angleterre et tout ça. Comment est-ce qu'on peut avoir tout ce beau monde là autour de soi et ne pas avoir une formule, ne se pour exécuter donc du moins cette annonce là? Et jusque là, le chef d'État dit non, bon, les fonds sont là. J'ai demandé au ministre des Finances, il m'a dit que les fonds sont là. Mais quand est-ce qu'on va commencer? Le chef d'État dit non, bon, ce sera plus tard. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas la formule. Or, vous avez un gouvernement de technocrates. Maintenant, pourquoi annoncer une mesure si vous ne connaissez pas les gens ou ceux à qui ces mesures-là seront destinées? Alors, beaucoup de confrères étaient un peu choqués que des journalistes posent des questions au président. Gentil. Et gentil aussi. Mais aucune question sur nous, journalistes, parce que récemment, notre confrère Ferdinand a été peut-être obligé à quitter le pays. Il est sous un mandat d'arrêt international. Selon vous, est-ce qu'il fallait en parler? Est-ce que les questions étaient mesurées? Est-ce que les journalistes n'avaient pas le choix? Non, je crois que généralement, devant donc, ces gens d'exercice en amont, il y a quand même des séances donc, pour préparer cet entretien-là entre l'équipe de la communication de la présidence et puis les journalistes. Dans tous les pays, ça se fait. Mais on laisse parfois pour voir un peu le côté spontané ou lucide donc, de l'homme. On peut laisser quand même quelques questions pour lui permettre donc, de réagir sur ces questions-là. Et puis, moi, je regardais l'entretien et après, on m'a dit que bon, j'ai eu le général, j'ai dit bon, c'est fini, c'est tout, puisque il y a encore des questions, il y a encore des sujets, il y a encore le rapport le rapport 2020 donc
sur de la Cour des comptes. Vous voyez, qui a fait beaucoup donc, de tollé, beaucoup de bruit et tout ça. Le chef de l'État aurait pu quand même dire quelques mots là-dessus. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Je rappelle que vous êtes le DP du journal La Manchette. Nous avons pris plaisir à revenir sur l'entretien historique que Fonia Singbe a accordé aux médias local New World TV. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de Koitogo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.